Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, nous sommes le mardi 25 février 2025, c'est la revue de presse 451. Alors voilà, hier, M. Macron était avec M. Trump, qui lui a finalement dit ce qu'il comptait faire en Ukraine, c'est-à-dire la paix. M. Macron l'a bien pris apparemment, enfin il a bien pris ses ordres auprès, auprès de M. Trump. Mais moi je suis complètement stupéfait par la couverture de cet événement par les médias français. Alors là, complètement stupéfait. Regardez par exemple BFM Télévision. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Et c'est vrai que la force de conviction d'Emmanuel Macron est très importante face à Donald Trump, mais il y a d'autres interlocuteurs. Il y a notamment Poutine qui a dû regarder la conférence de presse au Kremlin. Et puis il y a eu cette phrase quand même, à la fois d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, tout est sur la table. La négociation continue. J'ai vécu un moment assez étonnant hier en regardant une chaîne de télévision que j'aime bien regarder pour comprendre quelle est la position du gouvernement français. J'aime bien regarder BFM TV de temps en temps. Oui. Et donc j'ai vécu un moment étrange où c'était un peu la Pravda. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'être sur Pravda époque soviétique, où on nous racontait c'est quasiment tous des porte-parole du gouvernement, à l'exception de Philippe Etienne, l'ambassadeur, qui avait un certain regard critique, mais le reste, c'était vraiment Macron a renversé la table. Oui. Macron est allé sur place. Il a changé même l'opinion de Trump. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Trump a fait avaler à Macron 100% de ce qu'il voulait, absolument 100% de ce qu'il voulait. Macron est allé, il a souri. Il m'a fait un petit peu penser, Macron, vous savez, au garçon de café qui arrive, à qui on passe la commande, et puis ensuite qui va en cuisine, qui dit, bon, écoutez les gars, voilà, une entrecôte pour la 2, un café pour la 3, etc. Et après, il était tout souriant, il était tout content. Il va revenir en Europe, il va donner les ordres qu'il a reçus. Et puis voilà, quoi. Donc mais en tout cas, c'est bien, parce que, vous savez, l'objectif, quand on a 1 million de victimes ukrainiennes et russes confondues pendant 3 ans, c'est quoi la solution qu'on propose à l'arrière? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est de continuer la guerre, encore plus de morts. Ça m'amuse, enfin ça m'amuse pas tellement, mais voir tous ces généraux de plateau, tous ces pseudo-experts nous dire qu'il faut continuer la guerre, il faut surarmer, continuer à armer. Ils sont prêts à voir mourir jusqu'au dernier Ukrainien pour ne pas avoir eu tort il y a 3 ans, quand il était possible d'arrêter la guerre très tôt. Et pendant ce temps-là, les hommes continuent à mourir en Ukraine. Les combats sont de plus en plus violents. Oui, à l'approche des négociations, à l'approche de la fin des combats, il faut pouvoir ou résister ou avancer de plus en plus. Espérons, et c'est ce que dit M. Trump, espérons que les combats vont s'arrêter très rapidement, très très rapidement. Voilà la revue de presse du 25 février 2025, numéro 451. À très bientôt, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, c'est une question d'ego. Il y a deux choses quand même très différentes, c'est-à-dire qu'il y a les États-Unis de Donald Trump qui changent totalement de pied sur la diplomatie, notamment à l'égard de l'Ukraine. C'est un changement total sur ce qui se passe. Pendant que BFM disait qu'Emmanuel Macron avait changé la vision de Trump, et qu'il avait été un formidable avocat de la paix, et que on allait voir ce qu'on allait voir avec notre président, les États-Unis à l'ONU votaient avec la Russie contre une résolution de l'ONU pour reconnaître les frontières de l'Ukraine avant la guerre. Donc là, la position des États-Unis, elle est claire. Pas d'OTAN pour l'Ukraine, pas de retour aux frontières, donc les territoires pris par les Russes resteront russes, et puis un retour sur investissement avec Trump qui a reparlé des terres rares, du deal énergétique, en disant, nous, notre argent, on l'a pas donné, contrairement aux Européens. Ça s'appelle du pragmatisme, ça s'appelle du réalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Trump sait très bien, par exemple, la Crimée, parler aux Russes, aux Ukrainiens. Tout le monde sait que la Crimée a toujours été
russe. Donc à part la période où Khrouchtchev l'a donné à l'Ukraine. Bon, donc tout le monde sait que la Crimée est russe. Pour ce qui concerne les territoires conquis, on va faire quoi? On va aller. Ça fait 3 ans que les Ukrainiens se battent. On va faire quoi? On va aller envoyer des hommes, on va y envoyer des Français. Vous savez, quand j'étais dans le taxi qui m'emmenait chez vous, et je vous promets que c'est incroyable, j'ai vu des affiches déjà fleurir dans Paris où il y avait écrit Macron, nous n'irons pas mourir pour l'Ukraine. Déjà? Premier, au coin de la rue de chez vous, vous l'avez, et c'est assez étonnant. Je sais qui a mis cette affiche. C'est écrit blanc sur noir. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, on va pas continuer cette guerre qui est une boucherie pour l'Ukraine. Il y a plus de 30 millions d'habitants maintenant. Et pour la Russie aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est censé être du côté de l'Ukraine, on est censé défendre l'Ukraine. Si on aime les Ukrainiens, on ne veut pas que les Ukrainiens meurent. L'ONU, champ de bataille diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Lundi, une première résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens est soumise au vote de l'Assemblée générale. Elle demande la fin des hostilités menées par la Russie et le retrait immédiat de ses troupes. Pour 93, contre 18, abstention 65. Le projet de résolution est adopté. Parmi ceux qui ont voté contre, la Russie bien sûr, mais aussi les États-Unis qui déposent une résolution concurrente. Elle réclame la fin rapide du conflit sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un texte très largement modifié par plusieurs amendements de pays européens. Avant d'être finalement adopté, il reconnaît la responsabilité du Kremlin. Loin de s'avouer vaincu, Washington revient à la charge en soumettant la résolution dans sa version initiale au Conseil de sécurité. Notre projet de résolution est élégant dans sa simplicité. Un premier pas symbolique et simple vers la paix. Cette fois, la Maison-Blanche enregistre une victoire. La résolution est adoptée après le rejet de tous les amendements proposés par les États européens. Le Royaume-Uni et la France s'abstiennent d'utiliser leur droit de veto. La France appelle à une paix globale, juste et durable, et certainement pas à la capitulation de l'agressé. Les États-Unis et la Russie ont donc voté ensemble un texte au ton neutre sur la guerre en Ukraine. Une rupture majeure avec l'ère Biden, au moment où Donald Trump tente de négocier un accord avec Vladimir Poutine. Le Parlement ukrainien qui n'a pas voté la loi qui aurait permis à Zelensky de rester en poste jusqu'à l'élection d'un prochain président. Trump qui pousse pour des élections avant des accords de paix. Poutine, lui, ne dit rien, mais attend en disant que nous, on ne veut pas négocier, on est prêt si jamais on n'a que ça, mais pour nous, ce n'est pas un interlocuteur légitime. On voit que là, il y a un calendrier qui se met en place d'élections en Ukraine, peut-être? Bien sûr, mais on sait très bien que le plan Trump, il est en 3 étapes. Première, enfin, et puis avec un environnement, mais au niveau technique, c'est le cessez-le-feu sur la ligne de front, premier temps. Négociation dans un deuxième temps. Pendant qu'on négocie, il y a élection d'un nouveau président en Ukraine. Et ensuite, il y a signature par le nouveau président de l'accord avec les Russes et les Américains. Ouais. C'est ça le problème. Or, il ne faut pas oublier que Zelensky, quand il y a 2 ans, il y avait l'élection présidentielle. Bon, il a dit, et ça justifiait, il a dit, mais nous sommes en guerre, on ne peut pas faire l'élection. Et pourquoi? Il ne faut pas oublier, à l'époque, qu'est-ce que disaient les sondages en Ukraine, il y a 2 ans? Il disait que Zelensky était battu et que celui qui allait gagner, c'était Zaloujny. Zaloujny, c'était le chef d'état-major des armées, qui est très aimé qui a été évincé par la suite. Et qu'est-ce qu'a fait Zelensky? Il l'a enlevé du commandement des armées, il l'a envoyé ambassadeur en Angleterre pour qu'il ne le dérange pas. Donc on voit bien que Zelensky ne voulait pas l'élection, non pas parce qu'on était en guerre, mais parce qu'il allait être battu. Ouais. Et ce que veut Trump aujourd'hui, effectivement, et ce que veulent, moi je peux vous assurer, je connais bien les Ukrainiens, enfin certains Ukrainiens, en particulier à l'Assemblée ukrainienne, et que je vois régulièrement. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, il faut qu'on fasse une élection et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce que ce qui s'est passé durant cette guerre a été une horreur d'un certain côté. D'un autre côté, il y en a qui se sont mis plein les poches, il faut le savoir aussi. Oui, il y a eu des cas de corruption pendant la guerre, avérés de tous les côtés. Zelensky a dû virer 2 ministres et adjoints ministres pour ça. Et c'est la petite partie de l'iceberg, parce que quand on voit ce que disent les Américains aujourd'hui sur ce qui est arrivé par rapport à ce qu'on a envoyé, il y a quand même des questions. Il y a des... Et vous savez, quand vous allez à Kiev, il y a les gens qui souffrent, ceux qui font la guerre, et puis il y en a qui chez qui l'argent
ou la Flo. Quand vous allez plutôt Côte d'Azur, Courchevel, exactement, et vous les retrouvez ailleurs. En Pologne, en Pologne, vous les retrouvez. Et là, vous voyez que c'est pas perdu pour tout le monde. Comme toujours, toutes les guerres, c'est pareil, il y a des profiteurs dans toutes les guerres, il faut dire la vérité. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Emmanuel Macron, il est dans l'avion en ce moment même, l'avion qui le ramène de Washington. Il a rencontré Donald Trump hier. Mission accomplie? Ces retrouvailles entre vétérans étaient réussies. Ils ont fondé un club d'admiration mutuelle. Donald Trump était sur le perron. Ils se sont étreints, beaucoup flattés. Ils ont tenu 2 conférences de presse. Il fallait au moins ça pour comprendre en quoi ils étaient d'accord, à part célébrer le 3e anniversaire de la guerre. Comme le narcissisme du Donald est aussi imposant que l'obélisque du Capitole, il se charge lui-même de vanter ses mérites. Il a répété que s'il avait été là, il n'y aurait jamais eu de guerre, qu'il avait fait davantage pour la paix en 1 mois que son prédécesseur en 4 ans, et si ça ne tenait qu'à Trump, le Donald serait prix Nobel de la paix, et beaucoup mieux qu'Obama. Emmanuel Macron l'a félicité, il l'a été en retour. Le président français, fier de parler au nom des 30 dirigeants qu'il a consultés la semaine dernière. Il était aussi la voix des Ukrainiens, il s'exprimait enfin au nom des Britanniques quand il a été question d'un déploiement militaire en Ukraine. Ça apprendra à se presser à Keir Starmer, qui débarque demain seulement dans le bureau ovale. Well done. Alors, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a obtenu concrètement ? Je viens de vous le dire, des félicitations pour la restauration de Notre-Dame, des compliments, des tapes dans le dos. Mais sur l'Ukraine, il y avait 2 monologues croisés. D'un côté, Trump se réjouit d'un prochain cessez-le-feu. Les discussions avancent bien avec les Russes en Arabie. Les rendez-vous approchent avec Poutine. Il y verra aussi Volodymyr Zelensky, les négociations étant quasi bouclées sur les gisements de métaux rares que l'Amérique réclame en paiement des milliards dépensés depuis 3 ans. De son côté, Emmanuel Macron veut voir dans ce racket l'assurance que les Américains continueront à s'impliquer en Ukraine et ainsi à contribuer aux garanties de sécurité que la France, le Royaume-Uni et d'autres veulent mettre en place pour que la paix signée soit solide et durable. Pas un simple cessez-le-feu, c'est la der des der qu'il s'agit de solder. Quand il a évoqué l'indispensable soutien militaire américain à ce déploiement franco-britannique, le Donald ne l'a pas contredit, il regardait dans le vide. C'est pourtant un tournant puisque la semaine dernière encore, l'exécutif américain excluait toute présence militaire en Ukraine. Je vous sens sceptique, Vincent. Je me méfie des prouesses diplomatiques sans lendemain. À l'inauguration de Notre-Dame, les médias enthousiastes ont loué l'habileté de l'Élysée qui avait monté un tête-à-tête entre Trump et Zelensky. Ça n'a pas empêché l'Américain de téléphoner à Vladimir Poutine et de lui abandonner sans rien réclamer en échange la Crimée, le Donbass, les sanctions et même la tête de Zelensky, décrit comme un comédien médiocre et un dictateur sans élection. Sur le fond, on voit mal les Russes accepter que 2 armées membres de l'OTAN se déploient en Ukraine alors qu'ils ont envahi le pays pour imposer sa neutralité en plus de la dénazification. Alors, enfin, il faut juger Donald Trump sur ses actes, pas sur ses déclarations qui souvent varient. Hier à l'ONU, les États-Unis ont voté contre une résolution pour la paix en Ukraine qui rappelait sa souveraineté. Ils ont mêlé leur voix à celle de la Russie et de ses amis, la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua, le Soudan, le Mali, j'en oublie peut-être un, 8 voix contre en tout cas, 92 voix pour, dont tous les Européens, 70 abstentions, dont la Chine. Washington soutient Moscou quand Pékin s'abstient. Washington soutient Moscou alors qu'à la même heure, Bruxelles renforçait les sanctions. Salut Mario, qu'est-ce qui est moins plate qu'un débat des candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada? C'est ma question du jour pour toi. Je pense que c'est une visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Le retour des bros, la grande amitié transatlantique entre Emmanuel Macron, qui s'est un peu invité à la Maison-Blanche, et Donald Trump, alors que la semaine dernière, on pariait tous sur le divorce entre le vieux continent et Washington. Ouais. Et là, c'est des embrassades. Donc, je rappelle qu'Emmanuel Macron s'est rendu à Washington, alors que le conflit russo-ukrainien a débuté il y a exactement 3 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Le président français s'est donc rendu à la Maison-Blanche. Il est arrivé par la petite porte et on n'a pas vu grand monde pour l'accueillir. On peut vous montrer cette image.
Voilà, sans doute un écho à l'accueil de J.D. Vance. Je vous rappelle, on l'avait commenté à Paris quand il est venu il y a quelques semaines. En tout cas, s'en est suivi derrière une visioconférence avec tous les pays du G7, un déjeuner, un premier entretien filmé avec Donald Trump dans le bureau ovale. Évidemment, on va y revenir avant de tenir une conférence de presse commune dans la soirée. On se rappelle qu'Emmanuel Macron avait quelques jours auparavant, la semaine dernière, un jeudi, lors d'une allocution sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, il avait déclaré au sujet de Donald Trump, je vais lui dire, il montrait les muscles, au fond, il tutoyait dans sa prise de parole, au fond, tu ne peux pas être faible, Donald, face au président Poutine. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta marque de fabrique, ce n'est pas ton intérêt. Bon, pourtant, devant Donald Trump, il était apparu beaucoup plus réservé, voire muet. On va voir un extrait où Donald Trump, finalement, parle à sa place. Est-ce que vous appuyez l'envoi de troupes européennes ? Il pourrait y avoir des troupes européennes afin de garantir la paix et de veiller à ce que l'accord de paix soit bel et bien respecté. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Je ne veux pas parler au nom de la France, mais je sais qu'il y a des chefs d'État européens qui en ont parlé. En tout cas, si on peut organiser des missions de maintien de la paix, ça serait une bonne chose plutôt que toutes ces morts inutiles. Il y a une bonne nouvelle pour la paix. Et comme moi j'avais proposé la paix dès le 7 mars 2022, je suis content, et parce que c'est la fin de cette monstruosité et de cette absurdité. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la France n'existe plus dans cette affaire, et que la servilité d'Emmanuel Macron à l'égard de Biden a déconsidéré notre pays, que Macron n'a même pas d'ailleurs le courage de ses opinions, puisque à Paris, il joue les fiers et il alimente la guerre. Et puis là-bas, il a bien été obligé de prendre acte du fait que Trump lui a expliqué qu'il verrait Zelensky, oui, pour signer. Mais écoutez, ce qui est désastreux, c'est cet effacement de la France. Est-ce que ça veut dire que la France a encore une position particulière dans la diplomatie internationale ? Je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Si vous voulez. Il y avait une réunion qui avait de tout. Il y avait 13 chefs d'État européens qui sont réunis à Kiev hier. Bon, le français devait faire partie de ces 13. Enfin, il devait être le 14e en définitive. Or, vous avez vu, le président Macron est allé aux États-Unis voir Trump. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a été effectivement pour le compte de l'Europe, ou est-ce qu'il y a été pour montrer qu'il existait ? Ça, c'est bon. Ceci dit, il a vraiment représenté l'Europe. Ce qu'il a dit, en tout cas, c'est évident. Il a défendu la position européenne. Bon, ce qui est intéressant de voir, comme ça, vous l'avez dit, et ça a été redit dans le journal, c'est que quand on fait le bilan, Trump n'a cédé sur rien. Oui. Et c'est nous qui sommes en train de faire le commencement d'un virage à 180 degrés qui est pas facile à faire, parce que quand les Européens, ou la plupart des Européens, ont pris une position extrêmement en pointe en ce qui concerne l'Ukraine, dans tous les domaines, maintenant c'est très difficile de faire machine arrière. Donc peu à peu, alors on a commencé déjà, hier on l'a entendu, c'était par exemple, lorsqu'on nous a dit, monsieur Zelensky, le président Zelensky va venir la semaine prochaine à Washington pour signer l'accord sur, je dirais, la compensation des efforts de guerre américains, à savoir les fameuses terres rares. Ouais. Bon, il y a 2 jours avant, la France entière, comme l'Europe d'ailleurs, hurlait en disant mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes américaines d'imposer quoi que ce soit. Et puis là on voit qu'il n'y a même pas de discussion possible. Zelensky viendra et il signera parce qu'il n'a pas le choix. Donc au-delà de la ligne de front, Russes et Ukrainiens continuent de frapper des infrastructures de leurs adversaires. La raffinerie de Ryazan a une fois de plus été bombardée et attaquée par des drones ukrainiens dans la journée du 24 février, donc dans la journée d'hier. Ici, une raffinerie qui avait déjà été attaquée à la fin du mois de janvier. Et quant aux Russes, ils ont attaqué des infrastructures de production de gaz ukrainiennes sur le village de Myrnier. Ici, bombardement qui a eu lieu le 20 février à l'aide de missiles. Donc voilà, pour les informations essentielles au 25 février 2025. Nous entrons à présent dans la 4e année de guerre. Et de manière générale, ce que l'on peut observer, c'est que depuis que des contacts ont été établis entre Américains et Russes pour un éventuel plan de paix en Ukraine, l'intensité des combats en Ukraine a augmenté, ainsi que les frappes sur les territoires russes et ukrainiens.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant, il va négocier avec les Russes, non pas seulement, il faut le savoir, l'Ukraine, c'est déjà pratiquement réglé le problème de l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine, on sait très bien que les 4 provinces partiront du côté russe. On sait très bien que l'OTAN ne viendra jamais là-bas sur place. Bon, on sait tout ça. Donc, en gros, il n'y aura pas beaucoup de surprises sur l'Ukraine. Mais on aurait pu éviter tous ces morts, quand même. Ah ben, attendez, il y a une chose qui est terrible, quand on se souvient, c'est 2 mois après le début de la guerre, à Antalya, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Antalya. Il y a une réunion. Il y a eu un accord entre les Russes et les Ukrainiens, dans lequel l'Ukraine garantissait que jamais elle ne rentrerait dans l'OTAN, et que les provinces russophones, il y en a 6, on en parle des 4, mais il y en a 6, resteraient russophones, et il y aurait une espèce d'autonomie, compte tenu de leur pratique de la langue, il y aurait une certaine autonomie. Les Crimées, par contre, partaient côté russe. Ça, c'était réglé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont signé, Zelensky a signé, les négociateurs des 2 côtés ont signé. Boris Johnson, il l'a raconté, donc on peut le parler, le Guardian l'a raconté, le Washington nous l'a raconté ensuite. Il est allé voir Zelensky en disant « Surtout ne signez pas cet accord, c'est idiot, on va gagner la guerre ». Et on sait depuis Trump qu'il a raconté que Biden a dit la même chose à Zelensky « Ne signez pas, on va gagner la guerre ». Donc vous vous rendez compte qu'il y a 2 mois après le début de la guerre, on avait la paix. Et depuis 3 ans, les gens se tapent dessus. Il y a entre morts et blessés, au moins 500 000 morts et blessés. Au moins. On saura les chiffres vrais plus tard, parce qu'il y a de la manipulation d'informations des 2 côtés. Donc il faut se méfier des chiffres qu'on nous donne, c'est pas les vrais. Mais même, au minimum, il y en a 500 000 morts et blessés. Mais vous vous rendez compte? On a fait tuer 500 000 jeunes ukrainiens pour rien, puisque on va arriver à un accord qui va être pire, quoi qu'il arrive, sera pire que ce qui était signé 2 mois après le début. Et ça, c'est à cause de Boris Johnson, qui lui ne finira pas en prison. Exactement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, ainsi qu'avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le principal sujet à l'ordre du jour était les derniers développements concernant le conflit en Ukraine, avec une attention particulière portée sur la récente initiative menée par les États-Unis visant à mettre fin au combat. Lors d'une conférence de presse conjointe, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a souligné que Moscou était prêt à participer à des négociations de paix. Mais il a ajouté qu'elle n'arrêterait ses opérations militaires que lorsque les pourparlers aboutiraient à des résultats fermes et durables. La non-adhésion absolue de l'Ukraine à l'OTAN est également indispensable. Il doit y avoir un accord clair et sans faille sur ce point. Lors de la réunion de Riyad avec nos collègues américains, nous avons salué la position publique du président Trump, selon laquelle tirer l'Ukraine dans l'OTAN est une erreur. Pendant ce temps, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a exprimé son soutien à l'initiative menée par les États-Unis et a souligné l'empressement d'Ankara à y participer activement. Nous pensons qu'une solution peut être trouvée par le biais de négociations auxquelles participent les 2 parties. Dans ce contexte, la Turquie est prête à fournir tout le soutien nécessaire aux pourparlers de paix et, si nécessaire, à les accueillir comme nous l'avons fait auparavant. La Turquie a réussi à maintenir des liens positifs avec Kiev et Moscou tout au long du conflit. Le pays a accueilli les pourparlers de paix en 2022, a négocié l'initiative céréalière de la mer Noire avec les Nations Unies et a facilité plusieurs échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne les pourparlers récemment engagés entre les responsables américains et russes, Sergei Lavrov a également indiqué que des discussions techniques avaient eu lieu à Riyad la semaine dernière et que des discussions plus approfondies se tiendraient dans les jours à venir. L'axe Washington-Moscou est désormais bien rétabli. Dans un entretien télévisé, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur ses récents rapprochements avec Donald Trump sur la question ukrainienne. L'occasion aussi de rappeler la place des Européens. Ils demandent à participer au processus de négociation. Bien sûr, nous n'avons jamais refusé. Nous avons eu des discussions constantes avec eux.
La semaine dernière, les pourparlers russo-américains en Arabie Saoudite ont entériné le rapprochement entre les deux puissances. Une rencontre autour de la guerre en Ukraine, organisée sans Kiev, qui avait inquiété les Européens. Un moyen de renforcer la confiance entre Russes et Américains, s'est justifié Vladimir Poutine, avant de s'en prendre à Volodymyr Zelensky. L'actuel chef du régime de Kiev devient une figure toxique pour les forces armées ukrainiennes, car il donne des ordres ridicules, dictés non par des considérations militaires, mais par des considérations politiques. Enfin, le président russe s'est dit prêt à travailler avec les États-Unis, notamment pour un possible partage des minerais stratégiques ukrainiens situés dans les territoires occupés par l'armée russe. Alors, pas prochainement, mais si tout est réglé, je pense que ça va être le cas, oui, je me rendrai. Je m'y rendrai. Le 9 mai, vous irez sur la place rouge? Je ne sais pas pour le 9 mai. Ça arrive vite, mais... Oui, je pense que... Mais vous vous y rendrez bientôt? Quand? D'ici quelques semaines? Des semaines? Oui. Je pense qu'on pourrait résoudre cela d'ici quelques semaines si on fait ça intelligemment. Si ce n'est pas le cas, ça va continuer. Et on va continuer à perdre de jeunes et belles personnes qui ne devraient pas mourir. Ça, on ne veut pas. Et je vous l'ai dit, ça pourrait... déboucher sur une troisième guerre mondiale s'il y a une escalade. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Monsieur le Président, vous avez parlé d'un cessez-le-feu temporaire. L'axe Washington-Moscou est désormais bien rétabli. Dans un entretien télévisé, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur ses récents rapprochements avec Donald Trump sur la question ukrainienne. L'occasion aussi de rappeler la place des Européens. Ils demandent à participer au processus de négociation. Bien sûr, nous n'avons jamais refusé. Nous avons eu des discussions constantes avec eux. La semaine dernière, les pourparlers russo-américains en Arabie Saoudite ont entériné le rapprochement entre les deux puissances. Une rencontre autour de la guerre en Ukraine, organisée sans Kiev, qui avait inquiété les Européens. Un moyen de renforcer la confiance entre Russes et Américains, s'est justifié Vladimir Poutine, avant de s'en prendre à Volodymyr Zelensky. L'actuel chef du régime de Kiev devient une figure toxique pour les forces armées ukrainiennes, car il donne des ordres ridicules, dictés non par des considérations militaires, mais par des considérations politiques. Enfin, le président russe s'est dit prêt à travailler avec les États-Unis, notamment pour un possible partage des minerais stratégiques ukrainiens situés dans les territoires occupés par l'armée russe. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou n'accepterait qu'un accord de paix avec l'Ukraine qui convienne à la Fédération de Russie. Monsieur Lavrov a fait ses remarques lundi à Ankara lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Hakan Fidan. Sergueï Lavrov est en Turquie pour avoir des entretiens avec Hakan Fidan et le président turc Recep Tayyip Erdogan. La visite du plus haut diplomate russe intervient près d'une semaine après celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ankara a clairement indiqué qu'elle se considérait comme un médiateur entre Moscou et Kiev, le président Erdogan ayant déclaré mardi dernier que la Turquie serait l'hôte idéal pour des pourparlers de paix. De paix, moi qui me semble même, je suis un peu étonné par rapport à ce que tu dis, si maintenant ils ont de la réserve stratégique, les Russes. Est-ce que tu penses réellement, c'est la première question qui me vient à l'esprit au vu de tout ce que j'ai entendu hier, réellement Poutine va accepter si vite que ça de tomber dans le piège d'un cessez-le-feu et d'une trêve si rapide? Alors, moi, ce que je crois, alors là, c'est vraiment mon analyse personnelle, je me jette à l'eau, et qu'on vienne pas dire Ferreira a prédit. Non, c'est Ferreira pense que. Moi, je pense que, puisque cette histoire de réserve, on la connaît, les observateurs l'ont noté un peu partout depuis mi-janvier. En plus, c'est les Russes qui l'ont tout à fait officiellement déclaré. C'est Gerasimov lui-même qui en a parlé mi-janvier. Moi, je pense qu'on est dans une configuration où, bien sûr, les Américains savent que c'est pas des paroles en l'air. Ils savent que les Russes disposent de ça. Et je pense que Trump, finalement, il est avec deux jambes à son idée. La première, qui reste toujours la plus importante, c'est régler cette guerre à des fins de politique intérieure. Dans le sens où je ne vais pas avoir à supporter en cas de il y aura défaite, mais je n'aurai pas à en supporter les conséquences.
il faut bien que le peuple américain comprenne que c'est la défaite de la section État profond néoconservatrice qui est en cause et que moi, je suis juste là pour solder les comptes. Et l'autre jambe, bah, c'est de comprendre que si on ne fait pas vite la paix, le mois d'avril 2025 risque de ressembler au mois d'avril 1945 avec l'armée rouge déferlant sur Berlin et là, l'armée russe déferlant sur l'Ukraine. Parce que quand on combine cette création de réserve, qui n'est donc toujours pas engagée depuis qu'elle a été annoncée comme créée par les Russes, et qu'on combine le fait que les Ukrainiens maintenant donc ont franchi ce seuil recrutement perte qui fait qu'ils sont dans le rouge et qui vont rester dans le rouge, qu'on est à l'os au niveau des équipements, qu'on est à l'os parce que bien sûr on sait que maintenant, Zelensky l'a dit, plusieurs officiels ukrainiens l'ont dit, on ne reçoit plus rien. Il n'y a plus de nouvelles livraisons d'armes. Hein. Enfin, il y a celles des Européens, mais de Washington, on ne reçoit plus rien du tout. C'est-à-dire que là, au niveau de la défense antiaérienne stratégique pour défendre les derniers grands centres urbains, les derniers centres industriels ou énergétiques, les Ukrainiens, ils ont quasiment plus rien. Tu parlais tout à l'heure des Storm Shadows et des Scalp. Ils ont peut-être gardé une réserve d'une vingtaine de missiles au cas où, parce que je pense que Syrski, c'est pas un idiot. Hein, il a quand même été formé à l'école soviétique. Hein, je renvoie les gens à regarder la vidéo du défilé de 1989 sur la place rouge où on voit le soldat Syrski en uniforme soviétique. Et il faut pas oublier que sa famille est une grande famille de patriotes russes. Hein, qui n'a pas hésité à exhiber sa russophilie depuis que le fiston est devenu chef d'état-major de l'armée ukrainienne, ne l'oublions pas. Bref, parce que ça, c'est cocasse. Hein. C'est très, très cocasse. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Américains ont compris qu'il y avait un risque qui planait militairement sur les opérations dans les mois qui viennent, et c'est pour ça qu'ils veulent que ça se règle le plus vite possible. Ça, je comprends. Du côté américain, je comprends parfaitement. Voilà, parce que si les Russes, on leur donne pas satisfaction diplomatiquement maintenant, dans 2 mois à peine, ils ont avec le truchement climatologique de l'arrivée du printemps, de la fin de la race, etc. Ça va débouler, ça va débouler. Ils vont être capables de débouler, et tout ce qu'on ne leur aura pas donné raisonnablement d'un point de vue diplomatique, ils vont le prendre militairement. Vous savez, c'est quand même toujours, c'est toujours la même chose. Alors, donc, et on n'a pas envie, personne. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer mes enfants se battre pour récupérer la Crimée. Pas grand monde n'a envie d'envoyer ses enfants se battre pour récupérer la Crimée. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, l'envoi de ces troupes au sol, ce ne sont pas des troupes belligérantes. Hein. Absolument. La Russie est d'accord, les États-Unis sont d'accord en disant si les Européens veulent envoyer des troupes, ce serait pour faire respecter un accord de paix et que tout se passe bien. Le problème de ces troupes européennes, notamment britanniques, françaises et polonaises, ce serait éventuellement un accrochage qui serait là entre troupes russes restées sur les territoires occupés ou repris par la Russie et les troupes européennes. Et là, est-ce que ce serait pas l'excuse pour que l'OTAN entre en guerre de manière frontale contre la Russie ? Alors, j'espère que non, parce que en fait, l'alternative, c'est continuer la guerre, une guerre d'attrition où on a des morts de tous les côtés et ça continue, ou bien c'est la 3e guerre mondiale. Qui veut ça ? Non mais personne. Qui veut la 3e guerre mondiale? D'ailleurs, Trump l'a dit, hein, surtout pas. Hein, c'est le scénario qu'on veut absolument éviter. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et qui peut vouloir ça? Donc en fait, le seul aujourd'hui qui est un tout petit peu de ce côté-là, on dirait que c'est Zelensky qui a envie de nous entraîner lui dans la guerre pour continuer. Il est temps d'arrêter. Il est temps de passer à autre chose, trouver une solution diplomatique. Et encore une fois, les territoires perdus ne seront pas récupérés, ni militairement, ni diplomatiquement. Et aussi, il y a une chose importante, c'est que la situation sera figée sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une reconnaissance internationale des nouvelles frontières de la Russie et de l'Ukraine. Non, c'est encore une situation. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe à Chypre. Chypre est occupée par la Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis plus de 50 ans. Regardez, il y a plein d'endroits comme ça dans le monde où les frontières évoluent. Quand on dit on va mettre 20 000 hommes en Ukraine face à la Russie, alors déjà 20 000 hommes, c'est 60 000 hommes. Parce que quand vous mettez 20 000 hommes sur un théâtre, il y en a 20 000 qui sont en train de se reposer et de se remettre en état pour repartir. Et il y en a 20 000 qui vont prendre votre relève. Voilà. Donc il vaut 60 000 pour 20 000, c'est ça. Voilà. Si vous regardez la taille de l'armée de terre française, déjà, vous avez tout compris, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bon.
Ensuite, nous n'avons pas, effectivement, les stocks de munitions. Nous n'avons pas... Enfin, nous ne sommes absolument pas dimensionnés pour nous opposer, même avec d'autres pays européens, durablement, à un État comme la Russie qui s'est mis dans un mode de guerre, d'économie de guerre en grande partie, de résilience, d'autarcie, d'autonomie, d'indépendance, de supériorité technologique. Je suis désolée, et ce qui vient de se passer à Riyad, c'est aussi ça qui vient de se passer à Riyad. C'est la reconnaissance par les États-Unis que là, pour l'instant, ce n'était pas le moment de continuer à faire semblant de tenir la dragée haute. On voit que les Russes continuent de progresser dans certains secteurs. On a vu notamment la semaine dernière dans le secteur de Souja, le fameux secteur de Koursk. D'une part, les Russes être à la manœuvre. Alors, c'est une avancée tactique, mais qui menace là vraiment... on est presque sur la R200 qui est la ligne de vie de l'armée ukrainienne dans le saillant de Souja. Les Russes sont arrivés à 3 km de cette route, donc ça veut dire que là, ils sont à portée de tous les types de drones. Ils sont pas encore à portée d'armes lourdes, mais ça va bientôt, on peut le penser, être le cas. C'est quand même une brigade d'infanterie de marine composée de soldats expérimentés qui sont à la manœuvre et qui sont dans le secteur de Souja depuis l'été dernier. Et puis de l'autre côté, on les a vus reconquérir quasiment tout le terrain qui avait été perdu par la petite contre-attaque locale ukrainienne qui avait été déclenchée il y a 3 semaines. Et hier soir, ils avaient quasiment reconquis 98% de ce qu'ils avaient perdu. Exactement. Moi, ça me fait doucement rire de voir que, par exemple, l'Union européenne, la Commission a mis en place le bouclier démocratique européen, avec une commission du Parlement européen tenue par Nathalie Loiseau, une ancienne des fondations Soros, qui va parler de toutes les ingérences. Elle est toujours, oui, membre de le CFR, je crois. Elle est membre, elle est du Conseil stratégique d'une grosse organisation de Soros. C'est ça. Et donc, ces gens-là se réunissent entre eux, parlent de toutes les ingérences, sauf de l'ingérence américaine. On a un ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, qui est un ancien de l'Atlantic Council, qui est un outil de soft power américain, qui a été député d'Emmanuel Macron, qui est ministre aujourd'hui. Absolument, mais si vous voulez, on voit ce qu'on regarde et ce qu'on découvre, et il faut presque dire merci Trump, merci Monsieur Trump, on découvre aujourd'hui, c'est que la France a vécu ces dernières années avec une pression américaine interne par des gens qui étaient manipulés ou sous pression, peu importe la raison, qui étaient donc tous ces gens qui étaient manipulés poussaient la France dans un certain sens. Et on voit bien que dans l'affaire de l'Ukraine, on s'est fait manipuler, il n'y a pas d'autre terme, par ces Américains, derrière il y avait les néoconservateurs américains, qui poussaient dans le sens dans lequel on nous a amenés, et qui fait que maintenant l'Amérique de Trump, qui elle revient aux fondamentaux et dit allez, maintenant ça suffit, il n'y a plus de voilà ce qu'on va faire, on est bien ennuyé parce que nous on s'est laissé embarquer dans des prises de position qui maintenant évidemment nous posent problème. Mais à peine les dirigeants européens repartis après un sommet hier à Kiev que la guerre s'est rappelée à la capitale ukrainienne, alerte aérienne sur Kiev ce mardi matin. Écoutez sur place Emmanuel Chaz. Les sirènes des alertes aériennes ont à nouveau retenti au-dessus de l'Ukraine la nuit dernière ainsi que ce matin. De nouveaux raids aériens lancés par la Russie, des drones et des missiles ont survolé l'Ukraine. Si la défense antiaérienne ukrainienne est en action et réussit à intercepter la plupart de ces bombes, comme ça a été le cas notamment il y a 2 jours avec l'interception de la plupart des 267 drones, un record lancé par la Russie contre l'Ukraine. Juste la veille de l'anniversaire des 3 ans de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, eh bien, il y a beaucoup d'interrogations quant à la défense aérienne ukrainienne. Va-t-elle pouvoir continuer à intercepter ces drones, ces missiles qui sont lancés de façon quotidienne contre l'Ukraine? Tout cela va dépendre du soutien des alliés de l'Ukraine. Évidemment, il y a la grande interrogation avec le soutien de Washington. Alors, depuis Kiev, la visite d'Emmanuel Macron à Washington et à Donald Trump a été fortement suivi. Ici, ça a été le soulagement quand les Ukrainiens ont entendu Emmanuel Macron parler d'agression russe, dire que c'était à la Russie de payer pour les dégâts causés ici en Ukraine, de payer, de rembourser l'Ukraine et de rembourser également les alliés de l'Ukraine pour toute cette destruction. Il y a aussi beaucoup d'espoir ici en Ukraine quant à la visite du Premier ministre britannique Keir Starmer qui devrait rencontrer Donald Trump aujourd'hui à Washington. Alors, il y a les frontières
frontières. Et puis, il y a aussi ce qu'a dit Trump pendant la conférence de presse, ou du moins le point presse, à la question, est-ce que pour vous, Vladimir Poutine est un dictateur? Il n'a pas répondu par l'affirmative, alors que quelques jours avant, il expliquait que Volodymyr Zelensky est un dictateur. Ouais. C'est quand même un numéro de haute voltige, là, de la part de Trump. Ouais. Vous savez, vous avez entièrement raison. On a regardé. Bon, je pense qu'il s'est envolé quand il est parti en traitant Zelensky de dictateur. Je pense que son sondage à 4% n'est pas exact, mais le sondage que nous balancent les Ukrainiens n'est pas exact non plus, à 57% n'est pas exact. Je crois que les gens en ont vraiment marre de cette guerre partout. On a tous envie que ça s'arrête. Sauf ceux qui en profitent. Et encore une fois, n'oubliez pas quand même que l'Ukraine a toujours été un pays ultra corrompu, qu'à l'époque de Joe Biden, le fils Biden touchait $50 000 de Burisma, une compagnie d'hydrocarbures, alors qu'il n'a aucune compétence ukrainienne ni compétence par mois, $50 000 par mois. Hein. Oui, par mois, pardon, dans les hydrocarbures. Donc l'Ukraine est un pays ultra corrompu. La semaine dernière, j'étais à Courchevel. Et ben, je peux vous dire qu'on voit un nombre d'Ukrainiens, de plaques ukrainiennes incroyables. Comment se fait-il et je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher, comment se fait-il que ces gens aient tous ces moyens? Donc, il est temps d'arrêter. Il y a beaucoup d'argent qui a été détourné dans cette guerre. Et Trump a vraiment dit maintenant, ça suffit. Ouais. Puisque Macron est dans la gesticulation permanente, les Américains sont les seuls négociateurs, je le rappelle. À Riyad, donc il n'y a pas autre chose que Rubio et sa délégation face à Lavrov. Là, Trump dit oui, j'ai vu que Poutine disait oui, s'il y a les Européens, pourquoi pas, etc. Enfin, tout ça, c'est de la com. Les Européens, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, et là, on l'entendait d'ailleurs sur les plateaux hier soir, les Européens, ils ont besoin, pour aller là-bas faire de l'interposition, de garanties américaines, notamment au niveau aérien. Parce qu'ils savent très bien que s'il n'y a pas le parapluie de l'oncle Sam, ils sont à poil. Et l'oncle Sam, il a pourtant déjà répondu, il a dit, moi, je n'irai pas risquer la peau d'un seul de mes bonhommes là-bas. Donc la question, elle est déjà réglée. On ne pourra pas envoyer du monde parce que Trump va pas risquer la peau d'un pilote d'avion, d'un pilote d'hélicoptère ou quoi que ce soit au-dessus de l'Ukraine pour la tête de Macron et de Starmer ou de Merz demain. C'est pas possible. En plus de ça, les Anglais, c'est perfide, comme d'habitude. La semaine dernière, Macron, il dit on va envoyer 30 000 hommes. Et le lendemain, dans toute la presse britannique, Coco, vas-y mollo, parce que nous, les documents qui sont arrivés au 10 Downing Street, c'est plutôt 10 000. Alors 10 000 hommes, mais tu vas les mettre où? Tu vas les mettre à Lviv, tu vas les mettre à Kiev ou tu vas les mettre à Odessa? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Les Russes ont déjà du mal à tenir un front de 1200 km avec 700 000 hommes. Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 000 bonhommes là-bas? Effectivement, à part nous foutre dans la panade à faire des provocations. Trump, lui, est présent sur tous les sujets. Pourquoi il a invité Emmanuel Macron en premier? Parce que la France a quand même une voix particulière dans cette crise ukrainienne. Il aurait pu inviter Keir Starmer, par exemple, avec la relation là aussi particulière entre Grande-Bretagne et États-Unis. Pourquoi c'est Macron le premier à venir? D'abord, il faudra lui demander, mais moi je crois que d'abord Macron, ils avaient une relation je dirais, humaine assez forte, hein, qui s'entendent bien. Macron a invité Trump pour l'inauguration de Notre-Dame. La deuxième chose, c'est que Macron est, malgré tout, le leader de l'Europe aujourd'hui, le seul pays de l'Union européenne à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est Giorgia Meloni la préférée de Trump en Europe. Donc, il était important que Macron y aille. Et puis, bon, Macron n'a plus tellement grand-chose à faire en France, il n'a plus d'activité politique intérieure, donc je crois qu'il a le temps de s'occuper de l'extérieur. Et on le voit aussi avec le scandale corruption, on a eu l'USAID qui a éclaboussé aussi sur l'AFD, on a vu les financements sur l'AFP, etc. Le visage d'Emmanuel Macron était quand même lunaire, et là, il faut quand même aussi rappeler quelque chose, c'est qu'Emmanuel Macron était venu en confiance, il avait quand même fait un live juste avant, qui était quand même absolument lunaire là aussi, où il nous explique qu'il va falloir se préparer à l'échelle européenne sur le plan militaire pour pouvoir garantir la sécurité, se protéger de la menace russe, mais surtout en tenant sa petite carte. Alors on se demande si c'est un effet miroir ou si c'était la carte à l'envers. Bon, voilà, je laisse des personnes regarder de regarder sur une carte où se trouvait la mer et de se dire est-ce que c'était un effet miroir. Bref, mais on a surtout Emmanuel Macron qui, dans son arrogance de OSS 117, il nous explique, il nous refait la scène de la haine.
et où il est là, il dit, regardez, je vais vous dire ce que je vais dire à Donald Trump, c'est dire, hey, Trump, t'es pas comme ça. Tu veux pas paraître faible devant Poutine. Et je vais lui dire ça. Et là, on a vu que finalement, il n'y avait absolument rien du tout. C'est quand même une humiliation colossale. Ah oui, c'est une humiliation colossale à laquelle il faut ajouter encore une autre question qui est arrivée de manière très intelligente aussi, de la part d'un journaliste italien qui est venu demander si l'Italie allait prendre des hausses de droits de douane ou pas. Et ça a permis à quoi, de la part de Donald Trump, de dire « You have a very good leader ». Vous avez un très bon dirigeant en Italie. L'autre, il est à côté. Quand on voit la tête de Mélanie la semaine dernière à l'Élysée dans son micro-sommet, Mélanie qui peut pas le voir en peinture. Hein. J'invite les gens à regarder toutes les fois où Madame Mélanie se retrouve pas loin de la présence de Macron, où Macron va bientôt arriver dans la salle. Elle ne peut pas le sentir. Et notamment, j'imagine, par rapport à sa façon d'être tactile contre la volonté des gens, là, en plus, c'est une femme, cette espèce de goret, j'ose même pas imaginer son comportement. Bref. Et donc là, cette question était magistrale aussi pour dire non, mais en Europe, il y a de très bons leaders. Madame Meloni, elle est sur la bonne voie, sur les bons rails. Non, l'Italie fait beaucoup d'efforts, c'est très bien. Il n'y a pas de risque qu'on surtaxe les produits italiens. Donc tout ça, effectivement, participe d'une humiliation d'Emmanuel Macron. Donald Trump a bien fait comprendre lors de la réunion du G7 qui a eu lieu en amont de leur rencontre qu'il était un peu fâché de ce qui s'était passé en Ukraine en disant que s'il était resté président, il n'y aurait jamais eu cette guerre. C'est clair. Sous la présidence Obama abandonne ses lignes rouges face à la Syrie. 6 mois plus tard, Poutine envahit la Crimée. Août 2021, Biden abandonne l'Afghanistan dans une débandade incroyable, abandonne 80 milliards de dollars d'armes aux talibans. 6 mois plus tard, Poutine envahit l'Ukraine. Donc, pendant les 4 ans de mandat de Trump a envoyé donc des missiles aux Ukrainiens en prévision pour qu'ils puissent se défendre. Poutine n'a pas bougé d'un poids. Et ce qui m'amuse aussi dans cette histoire-là, c'est que toutes les accusations de Trump, marionnette de Poutine, Trump tenu par un compromat de Poutine. Non, ce qu'on voit, c'est que Trump, il est fort et il est pragmatique, il est intelligent. On a face à nous des gens idéologiques, encore une fois, et c'est vraiment une question d'ego pour certains. Ils sont prêts à voir mourir jusqu'au dernier Ukrainien pour ne surtout pas reconnaître qu'ils se sont trompés pendant 3 ans. Donc fatidique de Pokrovsk. Alors là, les Ukrainiens ont engagé tout ce qu'ils n'engageaient pas à Koursk pour essayer d'éviter l'encerclement de la ville. Hein. C'est-à-dire que là, les opérations ont été très dynamiques, mais avec des résultats statiques. C'est-à-dire que de part et d'autre de l'agglomération de Pokrovsk-Mirnograd, on a eu des bagarres très, très importantes avec quelques contre-attaques ukrainiennes qui ont un temps repoussé les Russes pour ensuite se faire encore ramener chez eux. Donc ça veut dire que en plus les Russes s'étaient plaints dans certains secteurs qu'ils n'avaient plus de logistique parce que les lignes étaient frappées sans arrêt par les drones ukrainiens, qui avaient très bien compris encore une fois que le nerf de la guerre c'est la logistique, y compris tactiquement. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en prendre à la tête de l'avant-garde russe, ils s'en prenaient à ces voies de ravitaillement avec les drones en frappant les camions ou ce genre de choses. Ce qui empêchait les combattants russes de poursuivre leur progression. Alors les Russes ont trouvé la parade et maintenant ils retentent de progresser pour encercler la ville. Mais du coup, eh bien un peu plus au sud, dans le secteur d'Andrivka qui est tombé la semaine dernière, et maintenant on va voir probablement Constantinopole tomber cette semaine, et encore un peu plus au sud dans le secteur de Velika Novosilka, Vremivka, eh bien les Russes avancent à nouveau. Parce que l'effectif ukrainien est en super tension. Si vous ne progressez plus dans un coin parce qu'ils ont agglutiné des réserves et parce qu'ils savent que Pokrovsk, c'est vraiment le truc qu'il faut pas lâcher coûte que coûte, eh ben les Russes ils disent bon d'accord, ok, on attaque ailleurs alors puisque vous serez plus faible. Donc en fait la Pax Americana ça existe encore. Hein. Les États-Unis sont la superpuissance qui peut imposer encore ce qu'elle veut à beaucoup de gens. Bah oui, parce que si vous voulez, il faut pas oublier que les États-Unis, avant Clinton, les États-Unis étaient impérialistes. C'était clair, ils disaient on a gagné la guerre du Pacifique, on a gagné la guerre en Europe. Alors
On décide, et puis vous avez rien à dire. Il y avait eu que De Gaulle pour leur tenir tête, parce qu'il les impressionnait. On le sait maintenant, quand même, il avait une stature, et puis il avait les idées aussi, pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis Clinton, les Américains ont appliqué ce qu'on appelle le soft power, avec Clinton et sa femme, Hillary. Le soft power, c'était en définitive de dire on est beau, on est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, donc on s'entend bien parce qu'on est bien ensemble. Bon, c'était un mensonge éhonté, c'était de la manipulation d'informations, bien entendu, parce qu'on achetait les consciences pour qu'elles soient de votre côté. Ouais. Ça a marché pendant un certain temps. Et puis, c'est vrai qu'avec Bush, ça a eu quelques petits problèmes quand même, parce qu'il était plutôt brutal. Et puis ensuite, mais il restait dans cette logique, en définitive, en disant, oui, mais on fait la guerre, non pas parce qu'on veut faire la guerre, mais nous, parce que on est obligé. On a eu un attentat chez nous, on fait la guerre, c'est logique. Bon. On a eu ensuite, Biden. Biden, bon, je parle pas de Trump première version, mais pas Biden. Biden, lui, par contre, c'était vraiment quelqu'un qui voulait faire la guerre. Il voulait faire la guerre à tout le monde. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, je me souviens en décembre 2023 ou 22, quand il avait vu Xi Jinping pour la dernière fois, Xi Jinping lui avait dit, mais enfin, pourquoi voulez-vous nous faire la guerre alors qu'on peut parfaitement vivre deux grandes puissances dans le monde? Donc on voit bien comment c'était. Bon. Et les Américains, ils disaient pas trop les choses clairement. Biden commençait quand même. Ouais. Alors là arrive quelqu'un qui joue cash. Alors déjà c'est terrible parce que il se cache plus. Si vous voulez, maintenant il dit pas ah ben non, nous on est gentil autre. Non, il dit non, nous c'est ça. Alors déjà bon ça surprend tout le monde parce qu'on dit mais en langage diplomatique, il dit mais je m'en fous de la diplomatie. Moi c'est comme ça. Donc où on leur donne satisfaction aujourd'hui. Assez rapidement, tout en se servant, puisqu'on a bien compris que Donald Trump voulait faire un partage de ressources pour se rembourser. Parce que j'entends les gens disent « Ah bah regardez, il veut voler l'Ukraine ». Mais les gars, mais vous rigolez. Mais vous avez vu ce qu'ont fait les compagnies américaines en Ukraine depuis 2014 et le Maïdan? Mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Je veux dire, c'est juste, on a changé le boss. There is a new sheriff in town. Et lui, il dit, bah non, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est ça, parce que vu que l'économie se fait de plus en plus gourmande sur les terres rares, il a moins envie de l'acier d'Azovstal qu'il y a 15 ans. Et donc, il dit, moi, maintenant, ce que je veux, c'est ça pour que vous me remboursiez ce que mes prédécesseurs vous ont grassement donné ces dernières années et dont vous avez perdu pour partie la trace. Puisqu'on sait maintenant qu'il y a des milliards de dollars qui sont on ne sait où, en tout cas pas dans le budget officiel de l'Ukraine. Donc voilà, donc je pense qu'il y a ces deux pôles qui sont pas exactement au même niveau d'importance dans la tête des Américains, mais quand même, le pôle militaire doit quand même bien peser. Et je suppose que Lavrov, la semaine dernière et dans les heures qui viennent, enfin même d'ailleurs ça a déjà commencé, est en train de le rappeler à Rubio à Riyad, puisque au moment où nous parlons, je rappelle que le deuxième round de négociation a commencé chez le camarade MBS, puisqu'on ne discute plus de diplomatie à Versailles ou à Sèvres comme il y a 100 ans, mais qu'on en discute à Riyad, qui avait fait les... Oui, mais moi qui aime bien les clins d'œil de l'histoire, j'oublie pas comment les anglo-saxons et la France ont roulé dans la farine la famille de Ben Salman au moment des traités d'il y a 110 ans. Alors qu'ils avaient fait la guerre avec l'initiative de Laurence Arabi et du colonel Brémond pour la France, qu'ils avaient fait la guerre avec nous contre les Turcs et qu'au sortir de tout ça, toutes les promesses qu'on leur avait faites pour qu'ils s'engagent militairement avec nous, ces promesses-là, on les a pas tenues. Donc, je trouve qu'en plus de ça, c'est un super clin d'œil que ça se passe là-bas et pas chez nous. J'ai aucune amitié ou j'ai pas du tout d'admiration pour le régime saoudien, tu t'en doutes bien. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais je trouve que ce clin d'œil historique sur le long terme est formidable. Absolument toute la journée, la télévision russe a retranscrit, couvert cette visite d'Emmanuel Macron, essayant de moquer tout ce qu'elle pouvait avoir à commenter. Un exemple, lorsque Emmanuel Macron est arrivé à la Maison Blanche un peu plus tôt dans la journée, eh bien les médias russes
ont moqué l'absence du président américain pour l'accueillir sur le perron, y voyant un signe du manque d'égard de la part du locataire de la Maison-Blanche en direction du président français. Le Kremlin a également voulu minimiser l'importance de cette visite d'Emmanuel Macron quelques jours avant celle du Premier ministre britannique Keir Starmer, en parlant à chaque fois des Européens sans mettre en avant le président français. Et puis les médias russes avaient aussi un œil fixé sur les dirigeants européens qui étaient aujourd'hui à Kiev pour rendre visite à Volodymyr Zelensky, et ils ont essayé de tourner ces visites en dérision, parlant d'un deal que l'Europe essaye de faire pour elle aussi trouver sa part du gâteau. Entendez par là, bien évidemment, prendre sa part du gâteau sur les minerais et les terres rares ukrainiennes. Voilà comment Moscou a couvert aujourd'hui cette journée très importante, avec un œil fixé sur l'Ukraine, un autre fixé sur Washington, et on attend ce soir les réactions des médias ou du Kremlin quant aux déclarations du président Trump, parce que lorsqu'il dit que Vladimir Poutine serait prêt à accepter la présence de troupes sur le sol ukrainien, cela va évidemment absolument à l'encontre de ce que dit réclamer le président russe, qui dit vouloir démilitariser l'Ukraine, le départ de Volodymyr Zelensky, bref, beaucoup de conditions qui sont très éloignées de ce que semble évoquer ce soir le président Trump sur la question des troupes européennes sur le sol ukrainien. Si je prends la France, par exemple, on voit bien, maintenant qu'on connaît, on sait la répartition des fonds qui étaient donnés par l'USAID, ils ont été publiés aux États-Unis. Bon, on s'aperçoit, par exemple, que les journalistes, la fameuse internationale des journalistes qui ont fait les grands scandales, le Panama Papers et autres, bon, ces gens-là, en définitive, c'était financé par l'USAID. Et du coup, entre parenthèses, on comprend, ce que j'avais remarqué à l'époque, mais personne ne voulait pas dire, c'est que pourquoi il n'y avait jamais d'Américains qui étaient mêlés à ces affaires épouvantables au niveau mondial. C'est pour cause, c'est que c'est eux qui payaient. Donc évidemment, ils rayaient leur truc. Et là, c'est ça qu'on a aujourd'hui. On a vu l'USAID qui a financé tout le monde. Je découvrais là toujours Conspiracy Watch, qui a fait les redresseurs de tort. On parlait de gens, justement, le bien et le mal. Eux, c'était leur pas entendu bien. J'en étais d'ailleurs une victime comme d'autres. Conspiracy Watch, je découvre avec un certain plaisir, en définitive, après coup, qu'ils étaient payés par USAID. Ouais. Donc, ils représentaient les intérêts américains. Alors, on comprend tout de suite beaucoup mieux ce qui s'est passé. Et en France, on a eu, entre Soros, monsieur Soros, la Fondation Soros et l'USAID, on voit qu'on était sous une pression, une influence américaine terrible, mais qui était financée par l'État américain. C'est ça qui est drôle, parce que vous parlez d'influence américaine, là, il est typiquement, on parle d'ingérence. Ah mais oui, mais quand je dis influence américaine, l'influence, au maximum de l'influence, ça devient de l'ingérence. Mais on y était. Et on y était en plein. Moi, je pense pour ceux qui ont vécu 1989, 90, 91 comme moi, on est dans la situation de ce qui s'est passé avec l'effondrement du bloc de l'Est. C'est-à-dire que là, c'est l'URSS qui va s'effondrer. L'Union soviétique et le bloc de l'Est s'est effondré de l'intérieur, C'est pas les troupes de l'OTAN qui sont entrées à Varsovie ou à Berlin-Est pour libérer du joug soviétique. Le système n'était plus capable de se maintenir et donc il s'est effondré de l'intérieur. Et il y avait donc déjà à l'époque, comme nous aujourd'hui, des voix discordantes dans tel ou tel État du bloc soviétique, en plus du bloc soviétique lui-même. Donc là, Trump, je l'espère, même si j'ai déjà émis des doutes sur les capacités au niveau des universités américaines à produire les ingénieurs et les techniciens pour produire cette nouvelle modification dont on vient de parler de la destinée des États-Unis. Mais il est un peu comme Gorbatchev a été avec le système soviétique. Il vient, il dit tout ce qu'on a fait, faut arrêter, ça nous conduit au gouffre, il faut réformer. Bon, c'était trop tard, et donc le truc s'est effondré. Et ben là, c'est la même chose dans le camp occidental. Aux États-Unis, on dit mais on est devenu cinglé, il faut arrêter tout ça. Et comme avec le pacte de Varsovie, on va voir. Moi, la question, c'est qui sera le couple Ceausescu de la dégénérescence occidentale? J'ai une petite idée. Trump, lui, à la Maison-Blanche devant Macron, explique que les États-Unis vont reprendre des relations commerciales avec la Russie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on le sait que ça va se passer comme ça depuis un certain temps. On sait qu'il va y avoir une trêve. Une trêve sur la ligne de front, c'est clair, ça a été, on le sait très bien, c'est l'idée de Trump. Premier temps,
après sur la ligne de front, comme ça on arrête la guerre, les massacres et les pauvres types qui meurent tous les jours. Hein. Deuxième temps, ensuite, on va discuter. On va discuter sur l'organisation du monde selon Trump, avec la place de la Russie dans cette organisation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais. Dans le cadre de la guerre contre la Chine, pas la guerre, il veut pas la guerre d'ailleurs. Hein. Non. Mais dans le cadre de la confrontation avec la Chine, Trump, qui veut arrêter le déclin américain et qui veut relancer l'empire américain, c'est clair, hein, eh bien, il a besoin de la Russie presque comme allié, je dirais. Il a besoin d'éviter que la Russie devienne un allié trop proche des Chinois. Il nous reproche, il a raison, il nous reproche d'avoir poussé la Russie entre les mains de la Chine et donc d'avoir renforcé le pouvoir chinois alors qu'il fallait faire le contraire. Bon, ça il nous le reproche, hein, il n'y a pas de problème. Il reproche à son prédécesseur, mais à tous ceux qui l'ont accompagné, c'est-à-dire les Européens. Bonjour à tous et bienvenue dans le temps de l'info. Et si les combats cessaient en Ukraine dans les prochaines semaines? C'est la question qu'on se pose ce matin après les déclarations d'hier soir aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que peut-être pour la première fois depuis 3 ans, l'hypothèse est envisagée par toutes les partis américains, européens, ukrainiens. À Kiev, Ursula von der Leyen, Justin Trudeau et beaucoup de leaders européens autour de Volodymyr Zelensky pour dire tout à fait l'inverse finalement de ce qui se disait à Washington d'une certaine façon. Oui, c'est effectivement. D'une part, il y a eu les 13. Alors, c'est important, si vous voulez, parce que les chiffres deviennent importants, vous allez voir. Quand le président Macron a réuni à Paris, a fait une conférence ultra rapide pour réagir. 2 fois, deux réunions. Oui, 2 réunions, oui. Pour réagir, comme on dit. Bon, ils étaient 8, dont Madame Meloni qui a dit « Je suis contre cette réunion, je suis venu pour le principe, mais je suis contre cette réunion ». Là, ils étaient 13. C'est pas beaucoup, sur 27. Plus, on ajoute le président Macron, parce qu'il était en Europe, il aurait été, ça fait 14. Sur 27. Oui. Ça veut dire qu'il y en a 13 qui ne veulent pas entendre parler de tout ça. Oui. Et là, je m'amuse pour le futur, en savoir comment ils vont faire avec les fameuses sanctions, quand on va avoir Trump qui va annoncer, parce que c'est inéluctable, hein, il va l'annoncer dans le cadre des négociations, il négocie ça, hein, ils vont supprimer les sanctions, ou la plupart des sanctions. Il a déjà commencé d'ailleurs à démanteler un des départements de sanctions contre les oligarques russes. Non mais c'est clair, il va tout, peu à peu ils vont tout démonter. Ça fait partie du deal, hein, ça fait partie de la négociation. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On va voir en Europe. On va dire quoi? On continue les sanctions, dont la dernière hier, ou alors on arrête les sanctions. Alors von der Leyen, elle va dire probablement on continue les sanctions, parce qu'elle a une position, elle veut avoir une position dure. Et puis au moins les 13 pays qui n'étaient pas hier, les 13 pays qui n'étaient pas hier présents, qui vont dire mais il n'est pas question, avec la Hongrie, la Pologne, qui vont dire mais il n'est pas question qu'on continue les sanctions, parce que c'est pas leur intérêt. Les Allemands, par exemple. Non, ça a ruiné l'Allemagne et la France, les sanctions. C'était bien joué de ce côté-là, du point de vue américain. Bon, ça a ruiné nos 2 pays. Les Allemands, vous croyez que le nouveau chancelier allemand qui doit dresser son pays à toute vitesse, il va continuer les sanctions, alors qu'il sait les sanctions le pénalise directement? Bien sûr que non. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.